Le prince Élac invite son professeur Onégèse et les Romains à s'asseoir autour de la grande table ronde dans une pièce du palais de Kérékao. À 13 ans, le prince, tout bronzé, a déjà l'allure d'un homme courageux et énergique. Comme un vrai Hun, le prince a la poitrine large et le ventre effacé. Oreste demande. Nous sommes étonnés d'apprendre que tous les peuples de la grande steppe du Danube à la Chine parlent des langues proches et ont presque le même mode de vie. Onégèse jette un coup d'œil sur les Romains puis regarde Élac. Le prince Élac aime les légendes et les récits historiques. Demandons-lui de répondre à votre question. Il comprend le latin assez bien mais ne parle pas encore couramment. Je l'aiderai à traduire. Les yeux d'Élac se remplissent d'étincelles. Excusez-moi. Mais je préfère effectivement écouter les épopées héroïques et les légendes que d'étudier les œuvres des auteurs grecs et latins. Il regarde Onégèse en souriant. J'aime la chasse et les longs voyages. Nos ancêtres disaient que la force des Huns vient de leur fidélité aux traditions. Oreste demande, on connaît les légendes sur Romulus, fondateur de Rome. En avez-vous de pareils sur vos ancêtres? Élac commence avec une certaine solennité dans la voix. Je vais vous parler de Modun, premier empereur des Huns. Il a vécu il y a 6 siècles. C'est un récit authentique, les Chinois et les Sondiens aussi s'en souviennent très bien. Leurs marchands visitent souvent notre pays. Onégèse commente brièvement. C'était l'époque des guerres puniques, au début de la puissance de Rome. À la même époque, loin à l'est, les Huns, eux aussi, ont jeté les bases de leur puissance. Élac continue. Modun était fils d'un roi Hun. Sa mère est morte quand il était petit. Son père épousa alors une femme qui lui donna encore un garçon. La belle-mère, qui désirait que le futur roi des Huns soit son fils, décide de se débarrasser de Modun. Elle convainc le roi d'envoyer Modun comme otage à un peuple voisin. Puis elle réussit à provoquer la guerre avec ce peuple, condamnant ainsi le petit prince à mort. Mais cette combinaison sordide ne réussit pas. Le garçon montre un grand courage, réussit à s'enfuir et rentre chez les Huns. Son père lui donne alors une armée de 10 000 cavaliers. Modun entreprend des réformes inconnues jusqu'alors dans la grande steppe. Le jeune prince divise son armée en détachements de 1000, 110 guerriers, introduit une discipline de fer. Les soldats, vêtus en uniforme, avaient le même nombre de flèches. Salvien remarque, à cette époque, d'abord Camille ensuite Marius ont introduit une discipline de fer dans l'armée, grâce à quoi la petite Rome a conquis l'Italie. Puis tous les pays et peuples voisins. Caustique, Onégèse intervient. Il reste très peu de cette discipline. Maintenant les légionnaires n'aiment pas porter de cuirasse. Déjà, il y a 3 siècles. Ils ont commencé à trouver insupportable la lourdeur de leur armure, qu'ils ont portée de moins en moins, puis ils ont obtenu l'autorisation de ne plus porter casque et cuirasse. Le lourd armement de leurs ancêtres est devenu insupportable pour leurs faibles mains. Les Goths et les Alains, sans parler des Huns plus guerriers, sentent les avantages des cuirasses. Ils battent facilement les soldats romains presque nus dont les têtes et les poitrines sont ouvertes. Oreste exprime son accord, malheureusement, c'est vrai. Maintenant, la jeunesse italienne tremble au son de la trompette. Salvien le regarde avec désapprobation. Bien sûr, c'est vrai, mais pourquoi en parler aux étrangers? Élac continue après une pause, un jour. Modun, pour vérifier la discipline de son armée, donna l'ordre de tirer sur sa femme aimée. Oreste s'exclame terrifié, sur sa femme aimée. Salvien, qui n'est pas encore marié, reste plus calme et demande, quel âge avait alors Modun? Environ 16 ans. Le visage d'Élac devient maintenant sévère, presque féroce. Les guerriers tirent sur l'ordre. La jeune femme tombe, percée de flèches comme un hérisson.
Les officiers inspectent le nombre de flèches de leurs guerriers bien rangés. Ceux, qui par pitié pour une femme, n'ont pas respecté leur devoir de soumission militaire inconditionnelle, sont retirés des rangs et décapités. Oreste fronce les sourcils et Salvien serre les dents. Élac continue son récit. Depuis, les armées unes respectent une discipline de fer, sont divisées en divisions de 10 000 guerriers, de régiments de 1000 guerriers et de détachements de 100 et de 10 guerriers. Bientôt Modin avec ses guerriers éloigne du pouvoir son père et élimine sa belle-mère. Les Huns le proclament leur roi. Ils réorganisent toute l'armée une, promulguent des lois strictes et justes. Tous les peuples voisins et l'Empire chinois qui reconnaît l'Empire des Huns comme une puissance égale et commence à lui payer un tribut. Onégèse confirme, les lois de Modin sont devenues des coutumes et sont toujours respectées. Les Huns pensent que Modun Khan est devenu la divinité de la destinée après sa mort. Oreste demande. C'est étonnant. Quelle personnalité exceptionnelle. Mais pourquoi les Huns sont-ils venus sur les bords de la Volga? Élac explique comme un professeur d'histoire. La soie et l'or de la Chine corrompaient les Huns et diminuaient progressivement leur force. Il y a 4 siècles, l'Empire Hun s'est divisé en Empire Hun d'Orient et Empire Hun d'Occident. Onégèse remarque, comme l'Empire romain divisé actuellement en Empire romain d'Orient et Empire romain d'Occident. Surpris, Oreste et Salvien s'exclament involontairement. Content de l'effet de son récit, Élac continue sa leçon d'histoire de la Grande Steppe, puis l'Empire Hun d'Orient se disloque en l'Union du Nord et l'Union du Sud. L'anarchie s'installe. C'est pourquoi, ces unions ne méritent pas le terme d'État. Onégèse continue ses commentaires, nous verrons, ou nos enfants verront. Lequel des deux empires romains se disloquera en État du Nord et État du Sud? Salvien ne retient plus son indignation. Pourquoi dites-vous cela avec une telle satisfaction? N'étiez-vous pas vous-même un citoyen romain avant de venir chez les Huns? Onégèse répond brutalement. J'ai été secrétaire mais pas citoyen romain, j'étais un esclave. Ici, je suis chancelier du Khan Attila et professeur du prince. Oreste dit avec un ton conciliant, merci, prince, pour cette leçon si intéressante. Je ne savais pas qu'il existait de tels parallèles entre l'histoire des Romains et celle des Huns. Nous avons appris des choses si intéressantes en 3 jours. Nous devons digérer tout cela. Vous pouvez écrire l'histoire de votre peuple. Peut-être, mais je préfère l'épopée héroïque et les légendes, même si j'ai appris notre écriture runique. La ville m'étouffe. Je veux toujours être parmi l'océan des steppes. Après la fête du soleil, j'irai à la rencontre de mon père qui revient d'un long voyage. Après cette réunion, Oreste reste seul avec Onégèse et lui demande, « Ce n'est pas difficile pour vous de vivre parmi les Huns? Dites-moi, vous étonnez-vous que les représentants de toutes les nations connues servent les Romains? Non. Pourquoi vous étonnez-vous que les Grecs et les Romains entrent au service des Huns qui aspirent à la restauration de leur empire? N'aurez-vous pas de remords si un jour les Huns envahissent la Grèce? Nous sommes envahis par les Romains. Aucune importance de changer de maître. Mais je ne sers pas les Huns, je sers Attila. Quelle est la différence? Attila est un nouveau Hun, frotté à la civilisation gréco-romaine, il garde toutes les vertus de ses ancêtres. Inversement, les Grecs et les Romains peuvent retrouver les vertus de leurs ancêtres en vivant longtemps parmi les Huns. Oui, je me sens bien ici. Onégèse rit, il y a 1000 ans, Anacharsis, philosophe scythe, a dit, je m'étonne que, chez les Grecs, ce soit les sages qui conseillent, et les fous qui décident. Attila ne prend jamais de décision non réfléchie et bien pesée. Il aime demander mon opinion. Oreste s'étonne, un philosophe cite, il y a 1000 ans. Puis il se souvient, Anacharsis, celui qui est cité souvent parmi les 7 sages de la Grèce.
Exact. Il était un cavalier des steppes.